bienvenue sur Donut and Human, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs business du changement positif. Aujourd'hui, je reçois Lucie Leclerc. Lucie est journaliste à La Voix du Nord et spécialiste des questions agricoles. Elle s'est penchée, pour son dernier ouvrage que voici, Hold Up sur la terre, sur l'accaparement des terres agricoles en France. Auparavant, elle avait écrit Pandémie, une production industrielle en 2020, qui raconte l'élevage industriel, comment l'élevage industriel est devenu une source majeure de pandémie. Et tu étais aussi co-auteur de Les Néo-Paysans en 2016 avec Gaspard Dallen. Exactement. Oui. Dans cet essai, donc Hold Up sur la terre, que tu viens de publier aux éditions du Seuil, tu es parti enquêter sur un phénomène récent, tu vas nous le dire, et d'autant plus inquiétant qu'il est invisible. L'accaparement des terres agricoles en France. De plus en plus de terres sont rachetées par des grands groupes industriels de l'agroalimentaire ou du secteur de la cosmétique. Des fermes aux champs, des élevages Fleury-Michon, des champs Chanel. Dans toutes les régions de France, tous les secteurs sont concernés par ce que tu appelles la guerre du foncier. Pour rappel, les terres agricoles couvrent 54% de la superficie de la France. Mis bout à bout, on est face à un phénomène de grande ampleur. Bonjour Lucille. Bonjour. Ravie de t'avoir. Je vais mettre le livre ici, comme ça vous pourrez noter les références. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es intéressée à l'agriculture et à la paysannerie depuis tes deux derniers ouvrages ? Alors, d'abord, merci beaucoup Vic pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. L'agriculture, ça m'est un petit peu tombé dessus. Quand j'ai commencé à travailler avec des agriculteurs et à écrire sur les évolutions de l'agriculture, je ne pensais pas du tout que ça m'amènerait à faire un autre bouquin, puis un autre, puis un autre. D'accord. Et en fait, ce que j'aime avec l'agriculture, c'est qu'on peut parler de patates, d'olives, de prunes, de choses très quotidiennes avec tout le monde. Ok. Et ça, en fait, t'as commencé à écrire sur les agriculteurs et à explorer ce monde-là en étant encore étudiante à Sciences Po ? Oui. 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 En fait, quand j'étais étudiante à Sciences Po, je m'intéressais déjà aux questions agricoles. Et c'est que après, en allant dans des fermes, en sac à dos, là, j'ai eu envie de faire des portraits. Tu vois ? Et je les ai envoyés à des journaux. J'ai pas de formation de journaliste. On va dire que j'ai appris sur le tas, tu vois. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que de faire du journalisme, c'était un vrai passeport pour rentrer dans des fermes. D'accord. Et de rencontrer des gens. Et en fait, pour moi, c'est un peu un prétexte, l'écriture. Okay. D'accord. Ok, c'est génial. Alors, comment tu as procédé pour ton enquête ? Quel était le point de départ déjà ? Est-ce que tu es tombé sur justement un article ? Est-ce que tu es tombé sur... est-ce que tu as entendu une conversation ? Alors, tu le disais tout à l'heure, l'agriculture, enfin la terre agricole, plus exactement, c'est 54% du territoire français, donc plus de la moitié de notre pays. C'est une ressource précieuse parce que c'est l'assurance de notre approvisionnement alimentaire. On va dire que c'est le réservoir de notre alimentation. Ouais, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire d'ailleurs depuis la pandémie. Oui. Donc là, on a pris conscience quand même. On en a pris conscience. Ouais. Donc cette terre, elle a une valeur. L'accaparement des terres, moi, j'en avais déjà entendu parler avant de faire cette enquête. Mais pour moi, c'était quelque chose qui se passait au Brésil ou à Madagascar. Ah oui, parce que tu as beaucoup voyagé, c'est ça ? Oui, j'ai voyagé en Amérique latine et j'avais entendu parler de cet accaparement des terres par des grands groupes. Mais pour moi, c'était pas quelque chose qui se passait en France, tu vois. Et j'ai été étonnée de voir que depuis le début des années 2010, des milliers d'hectares sont acquis par des grandes entreprises en France. Pourquoi depuis 2010 en fait Alors, il y a un déclenchement particulier ? Alors, il y a plein de facteurs qui expliquent l'arrivée des groupes à la campagne. On pourra en parler si ça t'intéresse. On va en parler, oui, on va en parler. Ouais, ça fait partie justement de l'enquête. Oui. Et là tu as pu quantifier justement le pourcentage de terres concernées ? Alors, sur les 26 millions d'hectares de terres agricoles en France, on ne sait pas quel est le pourcentage de ces hectares qui appartiennent à des grands groupes. D'accord. Et parce que tout simplement, ces achats de terres échappent à l'appareil statistique. D'accord. Mais pour moi, c'est important de se poser ces questions parce que... on n'a pas une idée de grandeur On n'a aujourd'hui aucune idée de grandeur parce qu'il n'y a pas de recensement qui a été fait jusqu'à maintenant. D'accord. Et comment ça se passe quand une terre passe aux mains d'une entreprise et pas de paysans ?
comment est-ce qu'elle est gérée? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a une menace ou est-ce que finalement c'est juste un changement de société, on va dire? Alors, sur les terres qui appartiennent à des grands groupes, il n'y a plus d'agriculteurs, il y a des ouvriers salariés. D'accord. Ces ouvriers salariés sont sous la direction d'un groupe. Donc, qui fait le plan de culture, par exemple, décide des rations alimentaires pour les animaux, c'est le groupe. Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, c'est aussi la disparition du savoir-faire de l'agriculteur. Parce que il n'y a que le paysan qui connaît sa terre. Et quand la terre est gérée à distance comme une entreprise lambda, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre. Il n'y a plus de connaissance de la terre. Et moi, c'est ça qui me frappe. On prend en considération une ferme comme une entreprise lambda, alors qu'on gère du vivant. D'accord, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que l'entreprise est gérée du siège, Oui. de manière technocrate, et que sur place, l'ouvrier agricole n'a plus d'état d'âme, en fait, il applique ce qu'on lui demande de faire. Et là, on parle de terre agricole, mais quand on parle de terre agricole, on parle d'agriculture, mais on parle aussi d'élevage. Oui. On parle de quoi d'autre? De plantes à fleurs? Oui, en fait, cette agriculture de firme, comme je l'ai appelée dans mon livre, donc agriculture de groupe, elle touche tous les secteurs aujourd'hui. Donc les productions végétales, fleurs, légumes, céréales, les productions animales, donc tout type d'élevage. Peut-être que tu t'en rappelles, il y a 6 ans, en 2016, un achat avait fait pas mal de bruit dans les médias. En fait, un industriel chinois Oui, je me souviens très bien. avait acquis une immense surface de terre agricole. Ouais. C'était au sud d'Orléans, dans l'Indre. Et à l'époque, donc, cet industriel chinois a acheté 1700 hectares. C'est 25 fois la taille moyenne d'une exploitation en France. Donc, une immense ferme pour cultiver des céréales, pour approvisionner sa chaîne de boulangerie en Chine, tu vois. Et en fait, ça avait fait du bruit et à raison. On a raison de parler des sociétés chinoises qui achètent des terres. C'est la majorité des entreprises étrangères ou Alors justement, en fait, ces Chinois, ce sont une minorité. En fait, si on regarde sur le marché des terres agricoles en France, on ne trouve que 2% d'acheteurs étrangers. D'accord, donc c'est très minoritaire. C'est très minoritaire. Okay. Donc l'histoire des envahisseurs, c'est un mythe. Okay. On parle d'entreprises qu'on connaît, que tu as citées tout à l'heure, et qui sont des entreprises familières. Et familiales, souvent d'ailleurs aussi. D'ailleurs, ok. Donc c'est un livre, c'est une enquête, hein, ça se lit, moi j'étais passionnée, ça se lit vraiment comme un roman, en plus tu racontes toi, ton aventure. Donc quand tu tu commences ton enquête, tu vas évidemment rencontrer les grands acteurs industriels. Elles sont transparentes avec toi, comment elles t'ont reçue? Alors, pour aller sur le terrain dans ces exploitations qui appartiennent à des groupes, je n'ai pas dit que j'étais journaliste, bien sûr. Donc j'ai rusé par plusieurs techniques d'investigation tout simplement, et notamment dans une des exploitations, en fait, j'ai travaillé en tant qu'ouvrière agricole. D'accord, carrément. Voilà, pour comprendre aussi mieux de l'intérieur, en fait, ce nouveau modèle agricole. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que, enfin, on peut se demander si c'est pas une bonne chose que des groupes que des groupes puissants s'intéressent au secteur agricole, qui connaît une crise depuis plusieurs années. J'ai rencontré des agriculteurs, donc qui travaillent dans ces fermes, qui préfèrent être agriculteurs salariés pour un groupe, plutôt qu'être agriculteurs indépendants, dans un contexte économique très incertain. Mais bien sûr, on le connaît, il y a des taux de suicide épouvantables, des dépressions, il y a des difficultés à accéder à la terre, etc. Oui. Et à en vivre surtout. Oui, donc il y a un malaise profond. Ouais. Donc, qui est causé aussi par ces grandes multinationales d'ailleurs, ou ces grands groupes. Bon, avec des achats qui ne sont pas forcément... les prix ne sont pas forcément justes pour eux. Oui. Donc on va dire que c'est une partie de réponse pour les uns et pour les autres. Moi, je me suis demandé en lisant ton livre si quelque part, si c'était... de la part de ces groupes, un outil marketing, de dire on rapproche le produit de l'assiette, par exemple, ou si c'était une nécessité de sécuriser son approvisionnement local. Alors, les deux. Dans la plupart des cas, ces achats de terre par des groupes passent complètement inaperçus. Alors, d'abord parce que, si on prend un exemple, donc... on sait tous que la France est un gros producteur de céréales.
En Camargue, par exemple, on produit du riz. Si tu vas à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Vic, et que tu prends la route vers Marseille, tu vas voir quoi? Tu vas voir des champs. Et rien d'autre. Pourtant, il y a une exploitation qui est la plus grosse ferme de Camargue, qui appartient à un industriel, mais personne ne le voit. D'accord. Personne ne le voit puisqu'il n'y a pas d'enseigne au-dessus des champs. Oui, c'est vrai. Et même les exact. riverains ne savent pas à qui la ferme appartient. Tu vois, donc c'est difficile parce que ça t'accaparement Ok. par les groupes, on Ouais. voit pas les Ouais, choses. c'est diffus, oui. Oui. Ouais. Ok, mais oui, donc on n'arrive pas à savoir quelle est la politique derrière, quelle est la volonté. Bon, Non. on sait quand même qu'il y a des sujets d'approvisionnement, de sécurisation d'approvisionnement. Bon, on le voit là avec l'Ukraine, c'est encore plus criant, mais j'imagine que quand tu enquêtais, ça existait déjà. On parlait avec Simon Bernard tout à l'heure de l'approvisionnement en noisettes, là, juste avant, Oui. avec toi, juste avant de commencer, qui est disputé à la fois par l'industrie cosmétique et à la fois par l'industrie agroalimentaire. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une raison fondamentale que... Alors, les raisons qui font que ces groupes cherchent à accéder à la terre, elles sont nombreuses. D'abord, ce que je peux dire, c'est que même si la plupart des achats se font dans l'ombre, il y a aussi une tendance au sein de ces groupes de communiquer, donc avec une logique de marketing pour mettre en avant Oui, bien sûr. une agriculture et des produits qui sont bio, qui font pousser eux-mêmes. Voilà, ça c'est un fait. Et parmi les raisons, en fait, on peut citer par exemple la difficulté de s'approvisionner à un moment où on a de moins en moins d'agriculteurs dans notre pays. D'accord. Entre 2010 et 2020, on a perdu 21% des agriculteurs. Tu vois, on est Ah oui, passé quand de même, 500 oui, 000 voilà. à 400 000. D'accord. Oui, parce que les agriculteurs désertent aussi, donc il y a quand même une réalité économique, une réalité de terrain qui fait que Ouais. l'un dans l'autre, est-ce que c'est vraiment vicieux? Mais quand même, moi, ce que je m'explique pas, c'est cette omerta, en fait. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ça reste si secret? Alors c'est complexe. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit informé sur le sujet. C'est la première fois qu'une enquête de plus d'1 an est faite sur le sujet. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces acquisitions massives de terres par des groupes se font avec l'aval du pouvoir politique. Et moi, ce qui me frappe, c'est le silence. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'agriculture. C'est mon 3e livre sur le monde agricole. Et sur ce sujet-là, j'ai rencontré des difficultés. Il y a des agriculteurs qui étaient prêts à témoigner, qui au dernier moment se sont rétractés. Ils avaient peur? Ils avaient peur. L'État, à qui j'ai posé des questions, qui n'a pas souhaité me répondre. Oui, c'est fou, ça. C'est un sujet qui les dérange, c'est un sujet sensible. Donc, qu'est-ce qui se D'accord. passe? C'est une mutation du monde agricole. Ouais. Ça se passe chez nous, mais on ne soupçonne rien. Ok, voilà. D'accord. Je reviens en arrière pour rebondir sur ce que tu disais des paysans aujourd'hui et du monde agricole. C'est qui, en fait, les agriculteurs d'aujourd'hui, les paysans aujourd'hui? Tu en as fait leur portrait. On a toujours une vision un peu idyllique, même si on sait que la plupart sont en souffrance. Mais il y a aussi, on sent qu'il y a des vocations, des retours à la terre. C'est qui sont-ils exactement? Les agriculteurs d'aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a 12% d'agriculteurs bio en France. Donc on peut dire que la majorité sont dans des techniques dites d'agriculture conventionnelle, donc à base d'intrants chimiques par exemple. Ce qui est certain, c'est que le modèle agricole est en train d'évoluer. Mais il prend une direction aussi où on le voit, le bio est de plus en plus critiqué puisqu'on peut aujourd'hui faire du bio industriel, c'est-à-dire faire de la monoculture en bio, alors que un des principes de l'agriculture bio à l'origine, c'est de diversifier les cultures. Et en fait, une des choses qui m'a marqué quand j'ai fait cette enquête sur les fermes qui appartiennent à des grands groupes, c'est que ce sont des fermes qui sont immenses, tu vois. Mais en Beaucoup plus grande que la... beaucoup plus grande. Tu parlais de la ferme Chanel. La ferme Chanel, par exemple, elle fait 5 fois la taille moyenne d'une exploitation en fleurs dans le pays de Grasse, là où elle est installée. On pourrait y revenir Oui, si tu veux. Oui. Et en fait, en dehors de leur taille qui est importante, c'est la première fois dans l'histoire agricole qu'on a des entreprises qui peuvent acheter des terres à l'infini parce qu'elles en ont les moyens financiers. Tu vois, avant, un agriculteur ne pouvait pas avoir 10 fermes, ça n'existe pas. Aujourd'hui, une entreprise, donc un grand groupe, peut avoir 10 exploitations. Et ces 10 exploitations répondent à un même besoin de l'entreprise de produire un produit unique. Oui, bien sûr. C'est la saison des tomates, on produit des tomates. Voilà. Tu vois, et donc en fait on produit des tomates selon un calibre qui est celui de la chaîne industrielle. Et cette standardisation de l'agriculture, elle existait déjà.
voilà, il y a des journalistes, des ONG qui ont déjà alerté sur les dangers de l'agriculture industrielle. Et pourtant, on sait que la diversité est bonne pour éloigner les maladies, par exemple. Mais ce que je peux dire, c'est que pour moi, cette agriculture de firme, c'est une étape supplémentaire, tout simplement, vers une agriculture de plus en plus industrielle. D'accord, et donc c'est ça, en fait, les agriculteurs aujourd'hui, c'est ça qui les fait crever, en fait, c'est pour ça qu'ils partent. Pour en revenir au portrait de qui sont les agriculteurs aujourd'hui. Alors, dans le conventionnel, c'est... Oui, en fait, on le voit, un grand malaise dans le milieu agricole. Si tu veux, pour faire quelque chose de simple, en fait, les agriculteurs sont devenus ultra dépendants d'acteurs extérieurs. Ouais. Donc, par exemple, depuis les années 80, le taux d'endettement des agriculteurs était multiplié par 4. Donc aujourd'hui, ils sont ultra dépendants des banques. On parlait des céréales, achètent les machines agricoles, les intrants chimiques, les désherbants chimiques, les semences. Et en fait, par exemple, l'endettement moyen pour un céréalier, c'est 250 000 €. C'est gigantesque. Tu vois, ils sont dépendants aussi de la PAC. 89% du revenu des acteurs, c'est la politique agricole commune. Donc cette subvention qui est accordée à Bruxelles pour maintenir en vie nos agriculteurs dans un contexte de marché international. Ils sont perfusés. Ils sont dépendants des cours mondiaux. On le voit avec l'évolution des cours, voilà, l'instabilité qui est encore plus forte avec la situation de guerre en Ukraine. Donc, ces agriculteurs sont de plus en plus dépendants de quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus tout à fait, alors même qu'ils sont indépendants de le statut. Oui, mais je dirais qu'ils n'ont plus que le statut en fait d'indépendant. Ouais. D'ailleurs, dans ton livre, il y a un chapitre qui est hyper édifiant, en fait, où tu retraces le portrait de famille sur plusieurs siècles, en fait, pour montrer l'évolution, justement, de le paysan, on va dire, depuis le Moyen-Âge, à l'agriculteur d'aujourd'hui. Donc, une famille qui traverse les époques comme ça. Et mon sentiment à la lecture de ce chapitre, c'est qu'on revient à une forme de servitude, effectivement. C'est ça que tu as voulu montrer ? Oui, complètement. En fait, moi, on passe par les étapes de libération, d'affranchissement, où finalement on peut louer sa terre, on peut devenir propriétaire, et puis badaboum, on redevient tellement dépendant financièrement et dans les exigences des grandes entreprises que finalement on retombe dans servitude. C'est ça l'histoire ? C'est exactement ça. Et pour moi, en fait, moi j'ai le sentiment d'un retour en arrière. Avant, les agriculteurs étaient maîtres chez eux, grâce à d'âpres combats. Oui. Que je raconte un petit peu dans mon livre. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, l'arrivée de groupes qui relèguent l'agriculteur au rang de simple exécutant, pour moi, remet en cause des victoires qui ont été acquises par les générations précédentes. D'ailleurs, pour parler de ce combat, tu cites Edgar Pisani, qui était sénateur, conseiller général de Maine-et-Loire, ministre de l'Agriculture du gouvernement de Michel Debré, et puis des gouvernements Pompidou jusqu'à 1966, donc connaissant son affaire, on va dire. Et c'est lui qui est à l'origine de cette idée de vendre la terre en priorité aux agriculteurs. Et je ne sais pas si c'est lui, mais qui est à l'origine, en tout cas, qui a fait germer l'idée de l'institution qu'on appelle les SAFER, et qui normalement sont l'autorité de régulation. Alors, qu'est-ce que c'était D'ailleurs, j'ai relevé une phrase dans ton livre. Il écrit dans son livre Utopie financière, donc c'est toi qui le cites. Utopie foncière. Utopie foncière, pardon, tu vois, un gros lapsus. Pas tout à fait pareil. Un vrai beau lapsus. J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème politique le plus significatif qui soit. Bon, pas l'impression que grand-chose ait évolué depuis. Alors, comment on en est arrivé là ? Est-ce que tu peux raconter justement qu'est-ce que c'est les SAFER, quel était leur rôle, quel rôle leur est assigné et pourquoi elles ont perdu le pouvoir de régulation ? Oui, alors par rapport à cette citation, en fait, ce que dit Edgar Pisani, moi, comme je le comprends, c'est qu'en fait, cette terre, c'est pas qu'une question de patrimoine, c'est aussi une question politique. Et donc, tu le disais, Edgar Pisani est à l'origine de la création des SAFER. Donc, SAFER, ça paraît un petit peu jargonneux et tout ça, mais moi, c'est quelque chose qui m'a passionnée. En fait, on est ça veut dire quoi l'acronyme ? SAFER, c'est Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Et donc, en France, si tu veux, les choses sont assez bien faites. On a une autorité, la SAFER, qui est chargée de veiller à ce que la terre agricole reste entre les mains des agriculteurs. Donc, cette SAFER, elle a été créée dans les années 60
Et à l'origine, il y a une idée simple, on sort de la Seconde Guerre mondiale, la population a connu la faim, et les difficultés d'approvisionnement alimentaire ont amené une vraie prise de conscience sur la nécessité de réguler le marché de la terre. Là, on se dit, ah non, mais la terre agricole, on ne peut vraiment pas la mettre dans les mains de n'importe qui, puisque c'est l'assurance de l'approvisionnement alimentaire de la population. Okay. Et donc, à partir de là, les SAFER deviennent le bras armé de la politique foncière du ministère de l'Agriculture. Et nous, on est les héritiers de cette époque-là. Les SAFER existent toujours, on en a une par département, tu vois. Donc si on revient à ce qui se passe actuellement, est-ce que les autorités jouent toujours leur rôle ? Quand j'ai demandé au président de la SAFER, Emmanuel Yest, pourquoi la SAFER autorise la vente de terres à des groupes industriels, je n'ai pas reçu de réponse. D'accord. Est-ce que tu avais vu La Terre des Hommes ? C'est un film qui a été de 2019, qui a été réalisé par Daël Marandin et qui raconte l'histoire d'une jeune agricultrice qui veut reprendre les terres de son père et qui est bloquée par la SAFER justement pour des histoires complètement politiques et locales en fait. D'accord. Donc c'est vraiment l'exemple. Alors je l'ai vu juste après avoir lu ton livre. Il faudrait que je vois ça. Ouais. Et donc bon voilà, ça illustre ces déblocages. Oui, c'est un exemple supplémentaire. Ouais. Oui, bon après c'est peut-être un peu romancé, mais si on peut plus acheter alors, parce que c'est ça l'histoire. On peut plus acheter. C'est compliqué aujourd'hui ? Alors, la SAFER, c'est un organe politique qui nous est envié par pas mal de pays européens. Et je voudrais pas donner l'air de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que cette SAFER, pas tout en fait, négatif. Non, c'est un aboutissement démocratique que d'avoir un gouvernement de la terre. D'accord. C'est-à-dire que concrètement, comment ça marche ? Si toi, Vic, tu as une terre à vendre, ta terre est mise sur le marché. D'accord, je peux pas te la vendre à toi directement. Non, tu peux pas me la vendre directement. En fait, la SAFER... Je peux pas la vendre à ma fille ou à mon fils. Alors, quand c'est au niveau familial, tu as une priorité pour vendre à la famille. D'accord, mais tu as des points en plus, mais t'es pas forcément automatique, on va dire. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même une histoire de famille quand il s'agit de terre, et ça rejoint une question d'héritage. C'est un peu comme si tu disais, je peux pas donner d'argent à mes enfants, c'est une forme d'héritage. Donc oui, tu peux le faire aussi si c'est de la terre agricole, si c'est une maison, etc. Mais par exemple, si la terre sort de la famille, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas chercher un acheteur. Et cet acheteur, en fait, tu peux pas dire, moi, c'est à lui et uniquement à lui que je veux vendre. En fait, la SAFER t'oblige à avoir plusieurs candidats. Examiner tous les dossiers. Et c'est la SAFER, in fine, qui va choisir quel est le destinataire du bien. Et donc, la SAFER, en fait, ses critères, c'est trouver des agriculteurs. Et elle est chargée de privilégier les agriculteurs pour maintenir des outils de travail, puisque la terre, c'est leur outil de travail. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence. La SAFER décide à huis clos, donc c'est un parlement de la terre, tu vois, c'est vraiment un parlement, ça fonctionne comme un parlement, avec un trait de la démocratie qui est quand même inexistant, c'est la transparence. Il y a voilà, ça se passe à huis clos, et pour moi, ces décisions, donc de à qui doit revenir la terre, à qui est vendue la terre, pour moi, ces décisions doivent être prises dans la transparence, plutôt que de laisser une minorité décider de manière opaque. D'accord, mais pourquoi la SAFER favoriserait des grandes entreprises finalement, plutôt que des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs qui font ce métier depuis des siècles ? Il y a une raison qui, moi, me semble assez simple. Si tu veux, au départ, la SAFER, quand elle est créée dans les années 60, elle est financée à 80% par des fonds publics. À partir des années 80, l'État subventionne de moins en moins la SAFER, jusqu'à ne plus rien lui donner du tout depuis 2017. D'accord. Tu vois ? Elle prend un pourcentage du prix des ventes de terre ? Elle prend un pourcentage. Non, c'est QFD alors. Elle prend une commission sur les ventes. D'accord. Elle est obligée de vendre vite pour que bien sûr. Elle soit en fait pérenniser son fonctionnement. Voilà, pour juste boucler ses comptes à la fin de l'année. Ouais, donc quand un gros acheteur se présente qui s'appelle Auchan, Fleury-Michon ou Chanel, finalement c'est déloyal, c'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale. Donc elle n'a pas vraiment le choix en fait, cette SAFER.
D'accord. Moi, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que on a raison de pointer la SAFER. Peut-être que parfois elle fait pas bien son boulot, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre pourquoi elle fait pas bien son boulot. Oui, c'est ça, pourquoi on a abandonné la SAFER alors que ça fonctionnait visiblement. Oui. Et donc, on peut plus acheter, est-ce qu'on peut louer ? Alors, oui. C'est la SAFER aussi qui régule ? Oui, on peut... alors, le marché de l'achat et le marché de la location, ce sont deux marchés différents. Le marché de l'achat, c'est régulé par la SAFER et le marché de la location, c'est régulé par le département. D'accord. Mais c'est un arbitrage qui est similaire. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je veux louer ta terre, quand le bail du précédent locataire se termine, à ce moment-là, je passe dans une commission où il y a plusieurs candidats. Ils vont dire, ah bah oui, bah, Lucille, elle est éleveuse, mais... elle n'a pas suffisamment de terre pour en vivre, donc on va lui accorder un bail supplémentaire. Ouais. Dans le cas du film, la thèse qui est montrée, c'est en fait la jeune femme veut passer l'exploitation en bio et la SAFER lui reproche d'avoir un projet non rentable à terme. Donc c'est un moyen de l'empêcher en fait et de vendre à quelqu'un d'autre, mais pas de l'accompagner en fait en disant bon écoute on pourrait revoir ton projet peut-être voir le redimensionner. Non, on a l'impression que c'est vraiment une fermeture totale. Donc après, ce qui m'a beaucoup surprise dans ton livre, c'est effectivement le coût de la terre et dans le cas de... Alors, sans incriminer du tout Chanel, mais c'est l'exemple que tu cites, rachète des terres à Grasse, donc il y a un territoire de fleurs à parfum, oui. À une époque, si j'ai bien compris, où le territoire n'était pas encore classé, en fait. Donc l'achète, j'imagine, peu cher. Entre-temps, les prix augmentent de manière infernale. Aujourd'hui, je sais combien coûte le foncier, un hectare en à France, Grasse. la moyenne. Alors, à Grasse, alors si tu veux, donc pour revenir à la situation du prix, ouais. En fait, ce que je décris dans mon livre, c'est aussi que là, on arrive dans une période de basculement. Tu vois, il y a beaucoup de ventes sur le marché parce qu'il y a le papy boom et du coup, il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrivent en retraite. Donc, on a un marché foncier agricole qui s'ouvre. Par exemple, si on prend les 3 prochaines années, 160 000 fermes sont à transmettre. D'accord. Tu vois, donc moi, je me demande vraiment, voilà, qui vont être les agriculteurs donc le sujet, il est brûlant, là, aujourd'hui. Le sujet est brûlant et je donne des exemples sur l'industrie du luxe. Donc, on peut parler de Chanel, mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Moi, ce que j'ai essayé... on ne cherche pas à pointer du doigt une entreprise. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai essayé de montrer aussi que, en fait, ces entreprises arrivent à un moment où l'organe politique les laisse faire. Et donc, quand elles achètent 150 fois le prix moyen de l'hectare en France pour cultiver des fleurs pour mettre dans les parfums, et qu'entre-temps, l'UNESCO a labellisé la zone. Oui, c'est ça en fait. Le problème, c'est que la SAFER, c'est aussi son job de fixer le prix des terres agricoles. Ouais. Mais comme elle est jugée partie, puisque d'une part, elle contrôle le marché des ventes de terres agricoles, d'autre part, elle touche des commissions sur les ventes. Voilà, moi, j'ai rencontré des gens à la SAFER qui bossent énormément, qui font un travail remarquable pendant mon enquête. Mais le problème, c'est que c'est une instance qui n'est pas riche. Mais là, 1 hectare à 1 million d'euros, tu cites à Grasse. Oui. Là, on atteint des sommets quand même. On atteint des sommets. C'est-à-dire que les jeunes agriculteurs ne peuvent absolument pas suivre. Ils ne peuvent absolument pas suivre. Jeunes et moins jeunes, personne ne peut suivre. Jeunes et moins jeunes. En fait, ce sont des montants qui n'ont rien à voir avec l'économie agricole. Puisque ces groupes, ils arrivent vraiment d'un autre monde. Une autre économie. Et on est devant une situation contradictoire où les autorités disent une chose, on favorise l'installation des jeunes agriculteurs indépendants, et font autre chose. Et incite beaucoup au retour à la terre, on l'a vu pendant la pandémie, aller retourner travailler la terre, on a besoin de vous. Oui, mais alors d'accord, comment on fait ? Après, il y a un effet collatéral que tu cites dans ton livre, c'est un chapitre entier, et tu l'appelles la braderie sur le vivant. Qu'est-ce que tu appelles la braderie sur le vivant ? Alors, c'est cette idée que l'agriculture des grands groupes, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la préservation de la nature, dans le sens où, alors on le comprend, c'est maîtriser de A à Z le processus de production. Donc finalement, cette agriculture de firme, c'est quelque chose qui ressemble à ce qui va se faire dans d'autres secteurs. Je prends l'exemple de ceux qui fabriquent des téléphones, ils cherchent à avoir un titre de propriété sur les métaux rares et les mines de métaux rares. Donc en fait, ce qui est certain, c'est que cette agriculture de firme, il y a un sentiment partagé au sein du monde agricole
parce que elle rend aussi service à des agriculteurs qui, par exemple, partent à la retraite et ils n'ont personne pour reprendre la ferme, puisque encore un problème complexe, la terre est trop chère. Ouais, la SAFER se rémunère, Oui. les agriculteurs sont heureux d'être salariés pour certains et Oui. encore de vendre leur terre chère pour d'autres. Voilà, donc les agriculteurs qui partent en retraite, je raconte dans mon livre que certains vendent discrètement leur terre à des groupes. J'imagine qu'il ne faut pas une grosse publicité quand ils vendent à des groupes. Ouais. Bah oui, parce qu'ils seraient pris un peu pour des traîtres par leur profession. Ça arrive aussi que les groupes rachètent leurs dettes, donc les sortent du pétrin. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas simple. C'est pas simple, et moi je me suis posé la question pendant l'enquête, vraiment, est-ce que... en fait, si ça sauve des exploitations agricoles, c'est intéressant. Donc, tu parlais des conséquences pour la nature. Certes, c'est peut-être une dimension encore plus radicale de la standardisation de l'agriculture, cette nouvelle façon de cultiver, d'élever. Mais il y a des avantages. Il faut aussi les. Alors, ils sont au détriment de la terre, si je comprends bien. Tu cites Rachel Carson. Qui est une auteure américaine qui a écrit Printemps silencieux dans les années 60, dans lequel elle a écrit que justement, avec ces grandes exploitations, l'arrivée des pesticides, il y avait de moins en moins d'insectes, de moins en moins d'oiseaux, et que justement le silence assourdissant des animaux qui ont disparu. Et à l'époque, ça avait vraiment ouvert l'esprit des Américains. Il a été traduit dans pas mal de langues, pas mal lu à l'époque. Et du coup, c'est ça le risque qu'on a, nous aussi, en fait, de voir disparaître notre flore, notre faune et de ressources de biodiversité. Oui, en fait, c'est un vrai risque avec le développement de cette agriculture de firme qui a des critères essentiellement financiers pour évaluer en fait la réussite de leur ferme. Et plus globalement, pour moi, l'agriculture, il y a aussi une fonction de faire vivre la campagne, de faire vivre en fait ce milieu rural, l'habiter. Et je vais prendre un exemple qui, moi, m'a frappée. Mais quand tu veux rentrer dans une ferme qui appartient à un groupe, en fait, c'est impossible si tu te promènes, que tu fais une balade à la campagne. En fait, c'est comme rentrer dans un grand groupe. Donc, tu peux pas rentrer dans les bâtiments. Il faut badger, donc les ouvriers badgent. Enfin, si tu veux, ce sont des filiales qui appartiennent à la société mère. Donc, ces exploitations sont les filiales. Et à partir du moment où elles entrent dans le périmètre d'un grand groupe, finalement, elles deviennent inaccessibles pour des gens qui habitent la campagne. Donc, par exemple, aller chercher tes œufs, tu vois, à la ferme d'à côté, sûr. Ou même faire une visite pédagogique avec des enfants. Enfin, si tu veux, ça revient aussi à couper... Oui, ça industrialise, voilà, en fait. Ça industrialise tout simplement. Ça revient à couper la ferme de son environnement immédiat. Et aussi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait que ces exploitations de firmes servent une agriculture d'export, puisqu'on est face à des grands groupes internationaux. On disait tout à l'heure que c'était plutôt des boîtes qui nous sont familières, donc des boîtes françaises, mais ce sont des boîtes qui ont un rayonnement international, qui exportent massivement à l'international. Et donc, au niveau du bilan carbone, on sait que ça ne va pas être un progrès. C'est pas du local à l'assiette, non. Voilà, donc en fait, les oiseaux, et ben voilà, si on va vers une planète où on a un air de plus en plus pollué, on rend cette terre de moins en moins vivable pour les autres espèces et pour l'homme aussi. Alors, il y a des gens qui se révoltent, c'est pas toujours aussi simple. Tu peux raconter l'exemple de l'affaire de la ferme Auchan ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai constaté que l'achat de terre n'était pas toujours facile pour un grand groupe. Et je parle de cet exemple dans le département du Nord, où Auchan a voulu reprendre des terres pour cultiver des légumes, pour approvisionner son magasin. C'était en 2019. Et tout un village a lutté pendant 1 an contre la ferme Auchan. Et finalement, le projet a été reporté selon les termes d'Auchan. Mais dans les faits, on peut se demander s'il n'a pas été annulé. D'accord. Et là, ça aurait été vertueux ou pas, le fait de... Si c'était vraiment pour alimenter en local son magasin, on peut se demander, est-ce que ça aurait été vertueux ? Oui. Alors, est-ce que ça aurait été vertueux ? En fait, si tu me demandais, tu préfères pas qu'il y ait un agriculteur bio
est-ce que tu préfères, une ferme qui appartient à un groupe et qui fait des légumes bio vendus localement, ou bien est-ce que tu préfères un agriculteur conventionnel? Moi, je te dis ni l'un ni l'autre. En fait, moi, ce que je veux, c'est un agriculteur qui fasse de l'agriculture paysanne et qui puisse vivre de ses produits. Moi, je pense que c'est ça l'idéal, tant du point de vue économique, voilà, pour faire tourner notre économie. Tu veux pas des légumes aux OGM qui ont été traficotés non, et je veux pas non plus des légumes standardisés, voilà, qui sont pas une richesse en fait pour la diversité, puisqu'elles appauvrissent le vivant. D'accord. Oui. Ok, est-ce qu'il y a une réponse politique à ton avis à tout ça? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut mettre en place de nouveaux systèmes? Est-ce que quelles sont les solutions? C'est pas un sujet que tu abordes vraiment dans ton livre en fait, ça? Alors, ouais, dans le livre, je donne d'autres exemples qui montrent que l'agriculture de firme n'est pas une fatalité. Rien n'est écrit d'avance. Pour moi, il y a 2 leviers d'action, tu vois, principalement. Donc, le premier, c'est changer les règles, donc écrire une nouvelle loi. Et tu avais peut-être entendu parler au début de l'année, il y a une grande loi foncière qui a été adoptée au Parlement. Non, je n'ai pas du tout entendu parler. De quoi il s'agissait? C'est une loi qui était attendue depuis longtemps par le monde agricole pour moderniser la SAFER. D'accord. Et cette loi, si tu veux, elle a été vraiment de faible portée par rapport à ce qui était attendu au départ. En fait, on voit qu'il y a des avancées, mais c'est pas suffisant. C'est un peu comme si la SAFER... C'est un peu comme si la SAFER avait pas les bons outils par rapport aux nouvelles règles du jeu. Et moi, j'ai le sentiment qu'on fonctionne avec des principes qui ont été érigés au milieu du XXe siècle. Mais le contexte économique d'exploitation des terres, lui, a complètement changé. Donc oui, il faudrait une nouvelle loi foncière pour que les SAFER soient outillés pour répondre à ces nouveaux acheteurs que sont les grands groupes industriels. Il faut réformer de fond en comble, en fait. Il faut réformer. Et moi, c'est une question, je pense que c'est pas à nous, journalistes, voilà, de répondre. Oui, en fait, ça doit être une question discutée voilà, avec la population. Et quelle agriculture on veut. Et puis, voilà, quelle agriculture on veut. Et ensuite, donc, en dehors de la SAFER, au niveau politique, l'Europe a une part de responsabilité. Tu as entendu parler de cette politique agricole commune, donc, qui est un budget de 65 milliards d'euros par an, à partager entre les pays européens. Et la France en est le premier bénéficiaire. D'accord, pas l'Ukraine. Pas l'Ukraine. Et qui est pourtant aussi un pays agricole. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que au début, cette politique était censée favoriser les agriculteurs. C'est encore le cas, mais aujourd'hui, la politique agricole commune finance des exploitations qui appartiennent à des grands groupes. Puisque quand on parle des grands groupes qui achètent des fermes, ils deviennent agriculteurs. Donc, ils touchent les subventions en tant qu'agriculteurs. Ok, donc il y a un vrai sujet là. Il y a un sujet en tout cas. Il y a un sujet. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, tu pointes du doigt un pavé dans la mare, j'ai envie de dire. Ouais, oui. Ok. Il y a des gens qui imaginent un autre avenir. Qui n'essayent pas de faire bouger les choses du point de vue légal, mais qui ont des prises de conscience, on va dire. Alors, c'est aussi un chapitre qui est vraiment très intéressant dans ton livre. Tu parles de l'initiative de la coopérative de Coptasa. Tu peux en dire quelques mots? Oui, bien sûr. En fait, c'est en dehors de la SAFER, de l'Europe, et pour moi, les habitants ont aussi un rôle à jouer. Donc là, la Coptasa, c'est une coopérative qui est dans le Cantal, et qui a été créée dans les années 60. Aujourd'hui, elle est propriétaire de milliers d'hectares en montagne, de 6000 hectares de terre. Et en fait, ces hectares sont utilisés collectivement par des agriculteurs pour faire pâturer leurs bêtes en estive, donc c'est-à-dire tout ce qui est les herbages à partir des beaux jours. En fait, quand il n'y a plus de neige en montagne, on monte les bêtes en alpage. Et donc, l'avantage, c'est que ces agriculteurs qui sont dans cette coopérative et qui bénéficient de cet accès au foncier de manière collective, finalement, ne payent pas individuellement un coût supplémentaire pour acheter du foncier. Tu vois. Donc, c'est intéressant et enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est inspirant. Ce qui est tel décrit, c'est très inspirant en fait. Ça donne envie d'aller voir et de... Ouais, ça donne envie d'aller faire un tour là-bas. Un petit tour là-bas. Moi j'ai adoré. Tu décris bien le paysage en plus, donc ça donne vraiment envie.
Après, il y a d'autres mouvements citoyens, il y a les financements participatifs comme Mimosa ou Bluebees qui accélèrent la création et le développement de projets à impact. Et puis qui les accompagnent. Il y a l'association Terre de Liens aussi, qui permet aux Français d'aider à acheter des terres agricoles pour y installer des fermiers. Ça, tu penses que ça peut devenir aussi un élément de solution ? Complètement. Je pense qu'il y a un vrai bouillonnement d'initiatives et que ça, c'est très positif. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi que on assiste à une chute de notre organe politique qu'est la SAFER, et de l'autre côté, quelque chose de très vif dans le milieu associatif. Et pour moi, la terre agricole, c'est vraiment une question essentielle où l'État doit agir. Donc finalement, si on a des initiatives qui sont dans le milieu associatif, on risque d'avoir des initiatives qui sont toujours cantonnées à la marge. Ouais, donc pour une espèce de contre-culture. Voilà, une espèce de contre-culture. Et donc pour moi, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance en fait de l'impact positif de ces initiatives et qu'elles soient abondées de fonds publics et qu'on puisse réoutiller la SAFER pour lui donner les moyens. En fait ces initiatives, mais tout en les intégrant. Voilà, ouais, okay. Exactement. D'accord. Ouais. Ok. J'ai une petite question à 2 balles pour toi, Lucie. Vas-y. Où est-ce que tu fais tes courses pour te nourrir après tout ça ? Alors moi, je vais au marché pour les légumes. En fait, j'aime bien ne pas forcément acheter des fruits ou des légumes qui ont un label, mais ce que j'aime bien, c'est de discuter en fait avec les producteurs. Pour moi, il faut que la relation revienne au cœur des échanges. Et ensuite, je vais en supermarché pour acheter tous mes produits secs. Donc voilà, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Je pensais que tu nous donnerais des petits trucs et astuces. Ouais, en fait, moi je dirais aussi que la difficulté, moi je suis pas riche, hein, je suis journaliste, donc c'est un métier passion. Donc en fait, il y a la réalité il y a la réalité aussi des finances. Ce qui est certain, c'est que en fait, je crois que le discours de on peut tous agir, pour moi, c'est un peu quelque chose qui me fait lever les yeux au ciel parce que, en fait, le porte-monnaie nous guide dans nos achats, on le voit, enfin, je suis pas la seule à le dire. Et si rien n'est fait à une échelle politique pour rendre accessible une alimentation de qualité, par exemple dans les cantines, finalement, c'est une minorité de la population qui bénéficie de la transition écologique qui est encore aujourd'hui à petite échelle, mais qui est déjà lancée. Tu as tout à fait raison. J'ai une dernière question pour toi après cet entretien passionnant. Et lisez ce livre vraiment comme un roman, encore une fois, emportez-le au bord de la plage, vous verrez, vous allez apprendre plein de trucs. C'est la question de Donut, puisqu'on est chez Donut & Humans. Quelle est la plus belle initiative, celle que tu aurais aimé prendre, l'entreprise qui t'a fait le plus vibrer, que ce soit dans le monde agricole ou en dehors ? Tu te dis, voilà, ça c'est un pur truc. Alors tout à l'heure j'ai fait la rencontre de Simon Bernard. Oui, Plastic Odyssée. Oui, et en fait moi je suis vraiment une terrienne, je suis mordue de questions agricoles. Pour moi c'est vraiment une ressource super précieuse et qui a de tout temps été convoitée. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, mais je trouve que les initiatives de Paul Watson pour protéger la mer, c'est quelque chose que je suis activement et qui me paraît intéressant, bien qu'on retombe en fait sur ce problème des associatifs qui se bougent. C'est ça. Et pendant que les États laissent faire une pollution ne donnent pas les moyens parce qu'ils ne comprennent pas les modèles d'ailleurs des associatifs. C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, c'était passionnant. On a beaucoup de travail. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Alors, je vous dis à vendredi prochain. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien louper de nos interviews à venir. Likez, commentez, partagez. Je remercie du fond du cœur Rodolphe Muller et toute l'équipe de Big Success, ainsi que de Top Talents, Orlan, Marine, William. Merci à Coco au maquillage et à nos partenaires By Charlot, ADN Paris, Courbet, Panafrica, Doups, les Donuts. À bientôt.